Les Français parlent aux Français, du bout du monde. Bonjour à toutes et tous, c'est déjà le 19e numéro de ces Français qui parlent aux Français du bout du monde. Alors sans plus attendre, nous retrouvons comme à chaque fois Joël François Dumont et c'est à vous de parler, cher ami. Eh bien, Jean-Michel, nous voilà avec deux nouveaux collègues, Pierre Péchou et Joël Brosse, pour parler de la République tchèque, peut-être pour parler de l'histoire politique de la création de la Tchécoslovaquie. Au début, la Tchécoslovaquie s'écrivait avec un trait d'union, et puis, au bout de quelques années, le trait d'union a disparu. Voilà, on en parlera peut-être dans une émission sur la Slovaquie. Voilà, c'est une partie de l'histoire de l'Europe orientale, l'Europe centrale, que les Français connaissent très mal. Et je dirais qu'il y a deux hommes en France, peut-être trois, deux hommes politiques qui sont intéressés à l'Europe centrale et orientale. Il y a le général de Gaulle, qui avait vécu en Pologne, et il y a eu François Mitterrand. François Mitterrand a compris l'intérêt de ne pas abandonner les pays d'Europe centrale et orientale. Et c'est à cette époque, Joël, que vous étiez diplomate comme attaché de défense en Slovaquie. J'ai fait la connaissance de l'ambassadeur Thureau, et je vois tout ce qui a pu être fait avec ces pays. Et j'ai surtout découvert les liens historiques puissants que nous avions entre la République tchèque, la République slovaque et la France. Et je veux dire que malheureusement, depuis, c'est un peu obligé. J'ai eu l'agréable surprise de voir que notre ministre de la Défense, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, pour célébrer le centenaire de la mort de Stéphanic, le général Stéphanic, qui est, si je ne me trompe pas, le seul général français que l'on trouve sur un timbre-poste dans un pays étranger. Voilà, nous en parlerons, ce sera une occasion de parler de la Slovaquie, mais là je pense que l'on va peut-être ouvrir le feu sur la République tchèque, la création de la République tchèque, depuis le début, avec les changements qu'elle a connus, après la chute du rideau de fer. Il y a une période intervalle avec le divorce de velours. Après le divorce de velours, la République tchèque est devenue un pays autonome indépendant qui a retrouvé ainsi ce qu'elle avait connu par le passé et qui rayonne depuis. Voilà. Joël ? Joël François, merci d'avoir fait tous ces rappels, mais j'aimerais préciser quand même que j'étais en Tchécoslovaquie déjà avant la révolution de velours, donc avant la chute du mur pour Berlin, etc., en 88, et comme attaché de l'air adjoint. Et je faisais partie de cette équipe qui a vécu la visite du président Mitterrand. Le président Mitterrand qui a été le premier président occidental à effectuer une visite officielle en décembre 88. Et tout en faisant sa visite officielle, il a invité le leader des dissidents de la Charte 77, qui était Václav Havel. Donc, nous ne savions pas à l'époque qu'une page d'histoire était en train de se tourner et je suis très content maintenant de l'avoir vécu parce que c'était vraiment une page d'histoire. Dans les mois qui ont suivi, les grandes villes de Tchécoslovaquie, comme d'autres grandes villes d'Europe centrale, de l'ancien bloc du pacte de Varsovie, ont connu de nombreuses manifestations. Et je me souviens déjà des premières manifestations à Prague, etc. Donc, voilà. Mais cette page s'est très vite tournée puisque dès l'année suivante, la Tchécoslovaquie a été baptisée la République fédérative, la nouvelle République fédérative tchèque et slovaque. Et puis maintenant, je vais pouvoir transmettre la parole à mon camarade Pierre Péchou, que je connais comme un ancien aviateur, comme moi, mais surtout, nous sommes connus comme tous les aviateurs. Je dis toujours, l'armée de l'air, c'est super. Pour être aviateur, il faut être artiste. Tous les deux, nous nous sommes reconvertis dans le domaine dans le domaine artistique. Lui tourne des films, écrit en tant que... Enfin, je le laisse. Mais Joël, pour vous, c'était une vocation tardive, alors que pour Pierre, il avait commencé tout de suite, il avait fait ce choix. Oui, j'ai commencé tout de suite, effectivement. Dès que j'ai eu mon diplôme à Saint-Luc,
Donc, je suis rentré dans l'aviation aussitôt. D'abord pilote, et puis j'ai commencé à écrire des articles parce que j'ai eu une opportunité incroyable avec un journal qui venait de se créer et ils m'ont embauché tout de suite, et puis voilà, c'est tout. Mais quand vous avez parlé de la République tchèque auparavant, je voulais dire que vous avez parlé du divorce de velours, mais c'est tout à fait ça. C'est tout simplement parce que c'était facile à l'époque, parce qu'il y avait deux hommes politiques, c'était Mečiar en Slovaquie, qui pour des raisons économiques voulait son indépendance, et en côté tchèque, il y avait Václav Klaus qui était Premier ministre et qui, lui, pour des raisons économiques, voulait ça et ne voulait pas traîner le boulet qu'il croyait avoir avec l'industrie lourde de l'époque, qui était grosso modo en Slovaquie. Donc, voilà. Tout à fait. Il faut remonter à 1918. En 1918, les Slaves de l'Ouest ont voulu s'émanciper de la tutelle austro-hongroise. Ça a été leur principal objectif, c'était pour redonner à la Tchécoslovaquie, qui n'existait pas encore, disons à la Tchéquie et la Slovaquie est une province de Hongrie. À l'époque, il n'était même pas autorisé de parler slovaque, il fallait parler hongrois. La Hongrie était un aigle à deux têtes avec l'Autriche. Et quant à la Tchéquie, c'était une province autrichienne. C'était la Bohème. C'était la Bohème. Donc, la volonté de retrouver cette indépendance pour affirmer d'abord leur identité, mais aussi leur passé. Voilà un peuple, notamment la République tchèque, qui a été, Joël nous l'a expliqué à plusieurs reprises, un peuple extrêmement dynamique, qui dans le domaine de la culture était très en pointe, dans le domaine du commerce était très en pointe. C'est un pays qui est un des plus industrieux qui soit au monde, qui est mal connu, mais à mon avis, si on fait un pari, dans 15 ans, le niveau de développement de la République tchèque et la Slovaquie aura atteint largement le niveau de la Suisse. C'est un pays qui travaille énormément. On n'en parle pas beaucoup parce qu'en France, on ne s'intéresse pas à l'Europe centrale, on ne sait pas exactement où c'est. Bon. Et puis c'était une sphère d'influence russe pendant tellement longtemps qu'on ne s'intéressait pas, c'est un prétexte. Et je le dirais, il y a très peu d'hommes qui se sont intéressés à ces pays. Je crois qu'il n'y a que le général de Gaulle qui se sont intéressés à l'Amérique du Sud. Les autres, ses successeurs, ne s'y sont jamais intéressés. Bon. Malheureusement, c'est une grande perte. Quand on voit surtout les liens qu'il y avait avec certains pays, il y a des présidents de la République en Amérique du Sud qui sont d'origine française. Il y a une véritable population dans certains pays d'Amérique latine. Et en France, on a coupé tous ces liens. Eh bien, en Europe centrale, il y avait des liens très forts. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes périodes. Donc, il y a eu une première période après la Première Guerre mondiale où, grâce à leur participation au sein de l'armée française, avec des uniformes français, grâce à des brigades grâce à la Légion tchéco-slovaque, c'est grâce à ce combat et à, disons, l'énergie qu'ils ont dépensée, qu'ils ont récupéré grâce à la France le droit de redevenir un pays. Et l'idée des deux pères fondateurs, j'aurais dire presque trois, Masaryk et Stefanik, pour aussi parler de Belèche, mais surtout Masaryk et de Stefanik, c'était de se dire que les Tchèques et les Slovaques étaient extrêmement proches et qu'ensemble, ils avaient une chance de réussir. Et donc, à l'époque, ils ont décliné la Tchéco-Slovaquie, qui malheureusement n'a pas duré longtemps, parce qu'en 1919, comme vous le savez, l'avion du général Stefanik a été interrompu par un tir de la DCA, hein, et on sait très bien qui était derrière. C'était une opération, parce qu'à Prague, on n'appréciait pas de voir la Slovaquie avoir une certaine autonomie. Voilà, donc il faut dire les choses parfois comme ça ne veut pas dire que les Tchèques et les Slovaques ne s'entendent pas, c'est pas vrai. Mais là, il y avait une bagarre politique qui voulait que Prague reste le maître du jeu politique. Voilà, donc tout de suite, et en 1919, malheureusement, Stefanik nous a quittés. Je dirais que dans certains pays, il y a des pays qui n'ont personne. Bon, un pays comme la France, si vous cherchez dans l'histoire de France, si vous citez trois personnages, vous citez Louis XIV, Napoléon et De Gaulle, bah, vous avez cité tout ce qui est la grandeur de ce pays.
En Angleterre, on peut peut-être en trouver 4 avec 2 reines, hein, et un roi, le père de la reine actuelle, et puis Churchill. En Slovaquie, il n'y a qu'un homme. Mais cet homme est le père de la nation slovaque. On voit son portrait partout. Joël m'a fait découvrir la Slovaquie dans tous les villages. Il y avait des statues, mais quand je dis des statues, c'est des grandes statues, avec un général français. Alors ça frappe, tiens, bizarre, on dit en uniforme français, oui. Deuxième village, une autre statue. Dans tous les villages. Et voilà un homme dont le nom n'était plus prononcé, dont les statues étaient démontées, et dont il ne fallait pas parler pendant toute la période du communisme. Et on peut dire tout ce qu'on veut de Messiaen, que j'ai connu également. Mečiar, au moins, est celui qui a réglé, j'allais dire magnifiquement, ce divorce, on aimerait que d'autres pays soient capables de s'en inspirer, entre la République slovaque et la République tchèque, mais surtout, qui a rétabli des liens avec la France et qui a rendu à son peuple cet homme dont ils sont extrêmement fiers. C'est le héros national, c'est le père fondateur. Alors nous en parlerons. Donc on en revient à la création de cette Tchécoslovaquie, Joël. Donc 1918, ça a été une étape. Et puis il y a eu une autre étape, c'est qu'il y a eu 1940. Et là, les choses ont commencé à se gâter. Qu'est-ce qui s'est passé en 40? Eh ben, il s'est un peu passé comme en France. La Slovaquie a accepté, avec Monseigneur Tissot, d'être indépendante, d'être pro-nazi en fait. Mais il y avait quand même, comme en France, des résistants, des gens bien, quoi. Et parmi ces gens-là, je pense qu'on en reparlera quand on parlera de la Slovaquie. On sera obligé de parler de l'unité de Georges de Lanurien, qui justement a aidé les résistants slovaques à se soulever non pas le 29, mais grâce à cette unité le 28, et ça a été officialisé le 29, le soulèvement national slovaque. Mais je pense que nous reviendrons sur le sujet quand on parlera de la Slovaquie. Le nazisme, quand même, a été vécu dans certains endroits avec plus ou moins d'enthousiasme. On ne peut pas dire quand même que les Slovaques ou les Hongrois, qui étaient théoriquement les alliés des Allemands, étaient des alliés extrêmement dynamiques. Hein. La preuve, c'est que la plupart des officiers qui étaient soi-disant gardés en Hongrie sont allés rejoindre la résistance slovaque pour attaquer la première division de la Waffen-SS en Slovaquie. Donc, il y a des pays où on a quand même fait autre chose. Hein. Enfin, on en reparlera. Peut-être que pour la Slovaquie, c'était peut-être l'occasion de retrouver cette indépendance qu'on leur avait volée. Elle aurait dû se construire éventuellement dans une large autonomie après 1918-1919. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, ça a été confisqué. Donc, peut-être que certains, à l'époque, se sont dit que c'est le moyen d'éviter la guerre et l'occupation, contrairement à ce qui s'est passé en Bohème-Moravie. Et c'est aussi peut-être le moyen de retrouver notre indépendance. Voilà. Donc, c'est la même chose. On juge ça peut-être un peu différemment de pays qui ont été profondément pro-nazis et qui ont collaboré avec Adolf Hitler. Alors, oui, tout à fait. Pierre, je ne vous ai pas connu cette période, vous étiez beaucoup trop jeune, vous n'étiez même pas né. Vous étiez peut-être tout juste encore enfant. Donc, alors, expliquez-nous, pour quelles raisons vous êtes-vous installé en République tchèque? Voilà, vous êtes pilote, bon, vous êtes aussi journaliste, vous travaillez à France Inter, vous travaillez pour la radio d'État, vous travaillez pour la télévision, bon, et vous réussissez bien d'ailleurs. Puis un beau jour, vous prenez votre valise, vous vous installez en République tchèque. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé à Paris ce qui correspondait, je pense, à mes ambitions. Et je voulais courir le monde. Voilà, c'est un peu ça. Et comme je connaissais déjà Prague, parce que j'étais déjà venu à Prague sous le communisme, et que c'était pas loin non plus de la France, je me suis dit pourquoi pas Prague. Mais j'ai hésité entre Prague et Budapest. Et puis je suis arrivé à Budapest un matin, il pleuvait, il faisait gris, il y avait du brouillard, j'ai pas du tout aimé, alors que je connaissais déjà Budapest, j'y avais été plusieurs fois, mais je sais pas, ça m'a fichu un coup et j'ai décidé, je suis revenu sur Paris, puis là j'ai dit ce sera Prague. Et puis voilà, je me suis installé à Prague.
Alors pourquoi? Alors j'ai eu énormément de chance parce que juste après, en 91, la Yougoslavie a éclaté. Et donc j'étais parti pour la Slovaquie, je suis parti pour la Slovaquie, pour la Yougoslavie. Je suis arrivé à Ljubljana, puisque c'était le début de l'éclatement de la Yougoslavie en juin 91, une guerre qui a duré 3 semaines ou quelque chose comme ça, qui a fait une trentaine de morts à peu près. Donc, un gros accident de voiture, hein. C'était pas une catastrophe, c'était pas un bilan guerrier, je veux dire. Et puis après, il y a eu le siège de Sarajevo, où je suis resté 3 ans dans les Balkans, jusqu'aux accords de Dayton en décembre 95, si j'ai bonne mémoire. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi là. Et puis après, vous savez, quand on a vécu 5 ans dans un pays, c'est très difficile de revenir. J'ai essayé de revenir en 95. Je suis allé voir des gens, etc. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et en même temps, je n'en avais pas très envie. Alors, voilà, je suis resté et je ne le regrette pas. Je peux vous dire que je ne le regrette pas du tout. Du tout, du tout. Mon cher Joël François, Pierre Périchoux vient de nous dire quelque chose que nous avons entendu dès la première émission de ces Français du bout du monde, quasiment mot pour mot. Après 5 ans passés à l'étranger, il est très dur de revenir en France. Ouais, très dur. Et après 10 ans, c'est impossible. Je crois que ça nous avait été dit à peu près comme ça. Ouais. Mais il faut dire quand même que Pierre Périchoux a choisi un pays où la langue est des plus faciles. Alors, il a commencé par la Hongrie. Bon, après, il est revenu en République tchèque. Il a eu raison, peut-être c'était plus facile. Ouais. Après, la Serbie, c'est pas tellement mieux. Bon, Joël qui, lui, est aussi un Gaulois pur souche, hein, il s'est intéressé à toutes ces langues slaves. C'est quand même assez rare de voir des Gaulois pratiquer le polonais, le russe, le tchèque, le hongrois, le slovaque, etc. Donc, voilà. Non, Jean-François, oui, pas le hongrois. Le hongrois, je dis juste bonjour et au revoir parce que ce n'est pas une langue slave, c'est une langue finno-ougrienne. Finno-ougrienne. Comme le finlandais, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que il faut vraiment aimer la langue pour l'apprendre parce que en fait, elle ne s'utilise que en Hongrie, même si elle est cousine avec le finnois, le finlandais. C'est pas du tout la même chose. J'en avais fait un petit peu à un certain moment, puis après je me suis dit j'arrête parce que où est-ce que je vais aller à part Budapest. Budapest, je préfère le voir en tant que touriste et il y en a beaucoup qui parlent d'ailleurs slovaque sans problème. Et moi, je peux vous raconter une anecdote. J'étais à l'hôtel Astoria un matin. Il y avait un avion, enfin une cargaison de touristes finnois qui est débarqué et il y avait une interprète. Et pour moi, ce que j'entendais, le hongrois et le finnois, pour moi, c'était la même langue. Alors je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce... Je m'attendais à une espèce de caméra cachée parce que j'entendais les mêmes sons. Mais je disais, mais c'est pas possible, c'est un gag. Ben non, c'était pas un gag. Alors j'ai regardé les étiquettes sur les valises et j'ai vu Finlande. Et j'ai vu effectivement que c'était à peu près la même langue. C'est là où j'ai découvert la similitude des langues entre le finnois et le hongrois. L'avantage est que dans ces pays où les langues sont compliquées, les jeunes pratiquent les langues étrangères. Je me souviens, en première visite en Suède, des enfants de 9-10 ans parlaient très bien l'anglais et l'allemand. Bien sûr, bien sûr. Bon. Et puis en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, partout, les gens parlent tous anglais ou allemand. C'est rare que les gens ne parlent qu'une seule langue. Hein. À Budapest, le hongrois moyen ne parle que le hongrois. Et c'est un petit peu, c'est une des raisons pour lesquelles la Hongrie est toujours un petit peu à part maintenant dans l'Union européenne, parce que tout est focalisé sur le Premier ministre, puisque les gens ne comprennent pas ce qui se raconte sur Internet, n'importe quoi, si c'est pas écrit en hongrois. Donc la langue est un vecteur de contrôle de la population. Plus qu'ailleurs, si je m'exprime bien, parce que sauf bien sûr les étudiants, mais par exemple la population moyenne tchèque, même
si elle parle une langue slave, elle peut se documenter sur Internet ou par les radios avec ce qui se passe en Slovaquie, ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Russie. Et le hongrois, lui, c'est hongrois. Ça reste la Hongrie. C'est très fermé à cause de la langue. Et il faudra, je pense, au moins 2 générations pour que les gens s'habituent à parler une seconde langue. Alors, je vous propose de revenir à l'histoire Ouais. de la constitution de la Tchéquie et de la Slovaquie en tant que pays indépendants. Donc, on le disait, après la dislocation de l'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale, on a une autre grande période en 1945. Eh bien, la Tchécoslovaquie doit céder à l'Union soviétique la Ruthénie subcarpatique. Et les élections de 1946, bien sûr, la majorité des voix aux communistes, et Clément Godval s'installe avec Moscou dès 1947. La Tchécoslovaquie devient sans trait d'union sous la pression de l'URSS, un pays communiste. Et là, le rideau de fer est tombé sur l'Europe. Et donc, ce pays a été séparé de tous les pays d'Europe pratiquement, à part peut-être la Pologne encore, pendant près de 50 ans. Ce qui fait beaucoup. Mais je dois dire qu'ils ont réussi à s'en sortir. Alors, quelle était la période, disons, à partir de quand la Tchécoslovaquie est redevenue une république fédérale tchèque et slovaque, et avant de disparaître le 1er janvier 1993. Donc, entre cette période de la chute du mur et 93, qu'est-ce qui s'est passé notamment à Prague? Moi, à cette époque-là, j'étais plus ou moins diplomate itinérant puisque je venais régulièrement pour former les futurs inspecteurs du désarmement. C'était la République fédérative tchèque et slovaque. En fait, je pense que depuis toujours, les Tchèques et les Slovaques vivent ensemble de façon séparée. Et ils s'entendent très bien comme ça, et c'est uniquement une affaire d'officialisation. Lorsqu'il y a eu le partage, bon, il y a eu des hauts cris. On veut rester tchèque, on veut pas quitter la Slovaquie, etc. Mais en fait, tous les 80% des Tchèques ont de la famille en Slovaquie. Les Slovaques, c'est la même chose. Ma femme, sa famille aussi en Slovaquie. Tout ça, c'est un grand cinéma, quoi. C'est très politique. Et donc, lorsqu'il y a eu la République fédérative tchèque et slovaque, bon, moi, je venais régulièrement, je savais que progressivement, il allait y avoir une cassure, enfin, officielle, politique, parce que ça ne pouvait pas durer comme ça. Absolument, Parce que ce sont des peuples. Il y a contrairement à d'autres grands pays, la Tchéquie c'est d'abord le peuple tchèque, et les Slovaques, le peuple slovaque. Ce n'est pas un mélange de plusieurs peuples, sauf quelques rares nationalités particulières. Sinon, c'est le peuple tchèque et le peuple slovaque. Ils voulaient chacun avoir son indépendance. D'abord, quand il y a 2 langues, puisque le tchèque et le slovaque, c'est très proche, c'est vrai, mais ce sont 2 langues différentes. Il y a 2 cultures. Il y a 2 cultures. Ça, c'est automatique. Et puis, pour ce qui est de la fédération enfin, le pays République fédérative. Voilà. Moi, je dis que ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'au début, il y avait les Tchèques qui disaient ben moi, les Slovaques, je les aime bien, ça me plaît bien, etc. Bah. Et puis après, il y a eu d'abord le référendum qu'avait promis Václav Havel, qui n'a pas été fait. Et donc, il y a eu une espèce de flottement. Et à la fin, les Slovaques ont dit, bon, mais moi, j'en ai marre, on s'en va. Et effectivement, tu l'as bien dit, on sentait la cassure qui était inévitable, ça c'est certain, mais on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait se produire. Mais comme il y avait une volonté politique des 2 côtés de partir, ça s'est fait de façon pacifique, on peut dire. Voilà. Alors après, moi c'est vrai que là je suis
dans une période où j'étais dans les Balkans. Donc, Prague, c'était devenu mon camp de base, hein, puisque j'étais à Sarajevo, au Sijek, enfin dans tous ces coins-là. Donc, voilà. Et Pierre, à l'époque où vous étiez là-bas, Oui. vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de Français. Ah non, aucun. Ah. Aucun. Si, j'ai rencontré une seule fois un Français qui était venu ici avec un interprète d'ailleurs. Il voulait essayer de monter, je ne sais pas quoi, une société. Enfin bon, ça n'a évidemment très velléitaire et il voulait découvrir le Far West et puis finalement ça s'est pas fait. Voilà. Mais il n'y avait pas un Français, non, mais bien sûr. Si, les journalistes français, ils ont commencé à arriver. Mais en 90, 91, il n'y avait pas un journaliste. Personne, j'étais le seul. Mais c'est pour ça que, ça paraît prétentieux, mais je me souviens donc, alors le 17 novembre, donc c'est le jour de la grande manifestation qui a déclenché, d'ailleurs c'est devenu quasiment la fête nationale ici, le 17 novembre 89, donc, moi j'étais le seul. Et alors, évidemment, je travaillais pour... je vais faire de la publicité, mais pour France Culture, pour Radio-Canada, pour la radio suisse romande, pour tout. Et alors, il y avait tous les rédacteurs qui disaient, mais qui c'est? En plus, il fallait des visas à l'époque pour venir. Et donc, ça prenait du temps. La première journaliste qui est arrivée, c'était le mardi soir. C'était Isabelle Bayancourt de TF1. Voilà. Elle est arrivée avec le grand champ cinéma, les paraboles, enfin, etc. Mais voilà, et tout le monde me voulait parce que j'étais là le vendredi quand ça a éclaté. Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, il n'y avait personne. Et j'ai travaillé pour toutes les radios. J'ai fait mon fonds de commerce là-dessus, uniquement. Alors, en 4 jours. Ah oui. Il faut ajouter que la France a une tradition, c'est pratiquement de se dire que tout se passe à Paris. Donc, il y avait très peu de journalistes français à l'étranger. Moi-même, en 1973, j'ai constaté qu'en Allemagne, il y avait 15 journalistes français. Il y en avait un pour TF1, qui faisait la radio en même temps, d'ailleurs, France Inter. On était deux. Bon. Et puis, il y avait 10 journalistes à l'AFP. Et puis, il y avait 2 personnes qui étaient là, qui faisaient ce métier, j'allais dire, même pas à mi-temps. De temps en temps, on demandait 1 minute sur l'Allemagne. Et comme disait un jour un des rares Français qui parlait parfaitement l'allemand, il m'a dit, tu sais, là-bas, ce qu'on nous demande, c'est 1 minute à 6 heures du matin, et c'est un papier du niveau de Bild Zeitung. Mais l'Allemagne n'intéresse personne en France, c'est malheureux à dire. Alors, en France, on a naturellement pas de correspondant en Suisse. Pourtant, j'ai connu 1 ou 2 Français avec des gens exceptionnels. Les Français n'étaient même pas présents, parce que la Suisse, comprenez, on y va. Alors, on va pas traiter la Suisse depuis la Suisse, on a Paris. Bruxelles, ça a été pareil. J'ai ouvert le bureau de Bruxelles de l'ORTF. Mais ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Il n'y a même pas 1 an, avant même que Candy Dickinson ne me rejoigne, nous avons été le bureau qui a le plus produit, parce qu'on produisait pour 22 chaînes régionales, 3 chaînes nationales, la radio, les grandes ondes, donc France Inter, mais aussi les radios régionales et même la DAEC, la radio pour l'Afrique. On avait un bilan à l'époque avec 2 personnes qui dépassait de 4 à 5 fois tous les mois le bilan complet de tous les postes de l'ORTF à l'étranger. Là, ça veut dire qu'il y a un intérêt si on fait des choses intéressantes. Bon, et puis à un moment, il n'y a pas de volonté parce que ça n'intéresse personne. Voilà, le politique n'est pas mécontent de n'avoir personne à Bruxelles, de personne en Suisse. Comme ça leur permet de placer la vérité au départ de Paris et d'arriver en terrain conquis et de dire ce qu'ils ont à dire, de rentrer sans même se soucier de savoir s'ils ont été écoutés et surtout compris. Malheureusement, on va prendre de nombreux exemples où c'est pas le cas. Voilà. Alors, vous installez, vous êtes investi dans des lots très difficiles, mais dans la connaissance de pays. Quand on connaît les gens, d'abord, il y a moins de bêtises. Et puis, on participe un peu à la vie. On dialogue, on apprend des tas de choses. Donc, quand on voit un collègue qui débarque, qui ne parle pas la langue, qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît rien, qui ne sait même pas où aller pour demander les toilettes, pratiquement, eh bien, très franchement, pour expliquer la situation dans ce pays aux Français qui ont une compréhension souvent un peu limitée de ce qui se peut passer à l'étranger, le résultat n'est pas brillant. Hein. En 1 minute, vous parlez de ce qui se passe quelque part, vous êtes certain que l'information, c'est pas comme ça que les Allemands travaillent. Hein. Bon, on peut voir la différence. En tout cas, vous avez eu le courage de vous installer, et de faire votre trou, de faire votre nid, d'apprendre la langue, de vous perfectionner,
d'apprendre des pays. Bon, entre nous, là, je ne reconnais plus le pilote du départ parce que quand je vois votre biographie, je vois que vous êtes même craché en avion à Oradour-sur-Glane. Vous avez attendu près de 24 heures avant d'être secouru, ce qui laisse quand même supposer qu'en France, les communications pourraient être à la hauteur, même en 78, ce qui n'était pas le cas. Vous avez été un des tout premiers à faire le Paris-Pékin avec des petits avions. Faut le faire, donc ça permet de voir le pays. J'ai fait le trajet retour, hein, j'ai fait Pékin-Paris. Oui. Voilà. Bon, vous êtes quand même allé pour revenir, de toute façon. Même si c'est vous qui avez piloté le retour, vous avez quand même été là pendant tout le temps. Donc, toutes ces expériences, finalement, vous avez posé votre avion, si je puis dire, en République tchèque maintenant. Oui, Jean-Michel, quand on parle d'avion, tout de suite. Non, mais j'ai fait mon dernier vol, c'était en 2011. Voilà, puis après, j'ai arrêté. Et puis, pourquoi j'ai arrêté? Tout simplement parce qu'il y a un moment où, vous savez, on a aussi bien envie de changer. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai pratiquement tout fait en aviation. Alors, il faut savoir s'arrêter. Bah oui, il faut savoir s'arrêter. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile, non, parce qu'un bon pilote, un bon parachutiste, est un pilote et un parachutiste vivant. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous savez ce qu'on dit aux États-Unis, hein? On dit aux États-Unis qu'il n'y a pas de bons pilotes, il y a des vieux pilotes. Voilà, c'est ça, absolument. Ouais. Voilà, on en connaît heureusement et c'est important. Alors, revenons donc à la création de ce pays. Petit à petit, la République tchèque prend son essor, se développe. Elle a tout de suite une double volonté, c'est se rapprocher de Bruxelles pour l'Europe et se rapprocher de l'OTAN. Donc à la fois, c'est la priorité. Ah oui, ça c'était la priorité. Je me souviens d'un député qui habitait au-dessus de chez moi, qui m'a dit, on va faire c'était au tout début où je venais d'arriver, et d'ailleurs j'étais ravi d'avoir ce député au-dessus et qui venait d'être élu dans le cadre démocratique de la République tchèque, et qui m'a dit on va montrer tout de suite aux Européens qu'on veut s'intégrer à l'Europe. Et ils m'ont dit comme ça, alors là, après il a un peu rêvé, on va avoir les subventions, on va voir ceci, on va voir cela, c'était un peu rêvé, mais ils avaient vu clair, c'était ça. Ce qu'ils voulaient, c'était s'ancrer dans l'Europe le plus vite possible. Et finalement, ça a été un peu long, ça s'est fait le 1er mai 2004. Enfin, quand même, c'était pas mal quand même. Alors, je rajoute quelque chose, puisque de 92 à 93, j'ai eu la chance d'être envoyé pour faire l'école supérieure de guerre à Brno. Et donc, effectivement, les Tchécoslovaques, puisque j'ai commencé en République fédérative tchécoslovaque, j'ai terminé en 93 en Tchéquie, hein, puisqu'il y a eu le partage à cette époque-là. Et donc, effectivement, je n'arrêtais pas de recevoir des messages à faire passer que la France était quand même, à l'époque, le pays numéro 1, tant pour les Tchèques que pour les Slovaques. Et donc, avec l'Union européenne, à l'époque, on ne parlait pas encore de l'OTAN, mais on parlait surtout de l'Union de l'Europe occidentale, l'UO, hein, Joël François, ça vous dit quelque chose. Et donc, moi, je faisais passer, de mon côté, je faisais passer aussi les messages qui venaient du côté français, prêts à aider les Tchèques et les Slovaques. Et puis, les Américains sont arrivés en donnant deux phases pour entrer dans l'Union européenne, dans l'OTAN, enfin dans le système de sécurité occidentale, en choisissant la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, et sachant que la Slovaquie devait passer en phase 2. Déjà, alors là, ça a commencé à un petit peu se mélanger. Les Tchèques qui ont toujours été qui ont eu toujours une forte émigration aux États-Unis. Les États-Unis ont commencé à prendre avec
Madeleine Albright ont commencé à prendre le dessus. Et donc, les Tchèques se sont dirigés tout de suite vers l'OTAN. L'UO a été complètement abandonné. La Slovaquie aussi, peu après. Mais il est vrai que tout de suite, leur besoin, c'était d'entrer dans l'Union européenne, se débarrasser absolument de tout ce qui s'était passé les années précédentes et être sous le joug soviétique. Et c'est très, très fort. Et maintenant, on commence à le sentir de plus en plus parce que les nouvelles générations vraiment montrent bien dans tous les partis politiques, sauf que quelques rares, qu'ils ne veulent plus du tout recommencer l'histoire. Quand j'étais jeune, j'ai été diplomate pendant moins d'1 an au Québec et donc au Canada. Je veux dire que j'ai beaucoup voyagé moi aussi. Et j'ai pu apprécier dans les ambassades de France à l'étranger des époques où il y avait des équipes extrêmement dynamiques. J'ai aussi rencontré, je vous rassure, des gens parfaitement nuls, des feignants, des gens qui ne font rien, qui sont là pour passer 3 ans et après, où tout ce qu'a fait le prédécesseur est détruit. Mais je vais prendre l'exemple. La Slovaquie, ce Joël Bross, à cette époque, l'ambassadeur Thureau était un homme très dynamique, il avait toute une équipe avec lui et les relations étaient vraiment très bonne. Il y avait une volonté de part et d'autre de faire quelque chose ensemble. Et en République tchèque, tous les gens qui travaillent actuellement à l'ambassade à Prague diront qu'on a vraiment une équipe actuellement de très haut niveau. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins actuellement, depuis 1 an et demi, nous avons une équipe très solide à Prague. Mais je ne sais pas si à Paris, l'actuel pouvoir se rend compte de l'importance, d'abord, de ne pas délaisser, de ne pas maltraiter les petits pays. Chirac l'avait compris un jour, hein. Il l'avait compris. Ça a été long, mais il l'avait compris. Il avait compris que grâce aux petits pays, un grand pays comme la France ou l'Allemagne, etc., peut parfois se trouver très fort, très soutenu. Donc les petits pays ont leur importance. Et puis quand on vous marche sur les pieds, il arrive un moment où ça devient désagréable. Donc ce sont des pays sur lesquels on peut compter. Ce sont les pays sur lesquels nous avons investi pendant un certain nombre d'années. Il faut maintenant se retrouver. Voilà. Donc, vous, dans la vie courante, là-bas, qu'est-ce qui vous chagrine le plus de voir que la France ne fait pas, qu'elle pourrait faire, par exemple, en République tchèque, Pierre? Oui, effectivement, la France ne fait pas ce qu'elle devrait faire, c'est sûr. C'est une évidence. C'est même une évidence, oui. Et que voulez-vous, hein? Moi, je ne suis pas au Quai d'Orsay. Je suis sorti de ce circuit, hein, je veux dire. Mais effectivement, c'est très dommageable pour la France et pour la République tchèque aussi. Voilà. Et quand tout à l'heure, je parlais de la volonté d'intégrer l'Union européenne, je veux dire que le premier grand chantier qui a été installé en République tchèque, ça a été l'autoroute de Prague à Rozvadov, donc au poste frontière. Le premier grand chantier, c'était ça. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la stratégie soviétique, toutes les routes qui allaient vers l'ouest étaient toujours pourries. Ouais. Les autoroutes, les belles autoroutes étaient uniquement pour les transferts entre les pays du pacte de Varsovie. Voilà. Donc, il y avait un gros travail à faire, effectivement. Ouais. Je me souviens, à l'époque, quand on passait le checkpoint, on arrivait, c'était les bosses, les trous, etc. Affreux, c'était affreux. La route de Prague à Rozvadov, c'était une horreur, quoi, je veux dire. Oui, tout à fait. Ouais. Joël, pour répondre à la même question, oui. À votre avis, est-ce que la France pourrait faire plus? Est-ce qu'elle pourrait faire mieux en Europe centrale et orientale? Elle aurait pu faire beaucoup mieux, mais maintenant, je pense que c'est un peu tard, puisque les États-Unis se sont tout à fait bien installés dans toute l'Europe centrale maintenant. Bon, on le voit aussi avec la chute, le communisme. Vraiment la forte chute de l'enseignement du français. Les lycées, à part Prague, à part Brno, où la France conserve quand même une stratégie élitiste de l'enseignement du français. Mais toutes les régions maintenant de Tchèque,
les lycées passent à l'espagnol. Passent à l'espagnol parce que l'Espagne, on voit de temps en temps des voitures diplomatiques qui viennent, des services culturels qui suivent derrière. Bon, l'anglais, bien sûr, il y a le British Council qui est toujours derrière, qui sillonne toute la Tchéquie, qui va dans les lycées, etc. Les Allemands également, sachant que quand même l'allemand commence à perdre un petit peu, mais dans certaines régions comme en Moravie, ça reste quand même, les parents recommandent aux enfants de prendre comme deuxième langue l'allemand. Et puis, il y a un petit retour du russe aussi, puisque pour ceux qui veulent faire des relations internationales. Mais le français, ça reste de plus en plus très, très élitiste. Et ça montre bien qu'il y a cet effort de la France pour poursuivre non pas son influence, mais sa coopération, c'est complètement affaibli. Et même si vous disiez qu'on a une superbe équipe actuellement, ça reste toujours à Prague. Ça reste à Prague et peut-être de temps en temps à Brno, les deux grandes villes. Mais tout le reste, non, on ne voit jamais personne. Jamais personne. Avec ma femme, nous avons organisé des voyages en France pour les lycéens. On n'a jamais reçu une quelconque aide de quoi que ce soit, même un support, ne serait-ce qu'un appel téléphonique, une visite, n'importe quoi, rien du tout. Et ça, c'est quand même symptomatique, parce que comme disait Pierre, une langue, c'est la culture, mais aussi le partage des langues, c'est le partage, c'est la coopération. Voilà. Et je voudrais dire aussi que là où on découvre comment peut-on dire, la décrépitude du français, c'est en Roumanie, qui est un pays que je connais bien aussi, que j'ai bien connu surtout. Mais même sous Ceausescu, je m'étais fait gauler, mais enfin ça c'était autre chose. La Roumanie, je me souviens à l'époque, tout le monde parlait français. Tout le monde. Et un français, voilà, et un français qui vous faisait honte, tellement c'était châtié avec le mot précis, le mot juste qu'il fallait. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle anglais. Tout à fait. Oui, il n'y a pas besoin d'aller en Roumanie, qui est un pays dont la langue est en plus chez nous. Mais quand vous êtes dans un pays comme le Maroc, il y a quelques années, il y a 4 ans, j'étais à Marrakech, donc il y avait le Bourget marocain. Mais on a eu 4 ministres marocains qui nous ont parlé, mais dans un français, et qui m'a surpris. On aimerait que nos ministres français parlassent le français aussi bien, connaissent notre langue aussi bien que ces ministres marocains. Et en Roumanie, c'était pareil. Moi, je me souviens, en Roumanie, j'y étais, avant la chute de Ceausescu, j'ai passé 4 semaines. Et la dernière semaine, l'aide de la France est arrivée. Donc, je suis allé voir ce qu'était l'aide de la France. C'était une camionnette avec 2 pelés, 3 tondus, qui amenait des invendus de la FNAC. Et si vous voyez les livres qu'ils ont amenés, les gens pensaient qu'ils amenaient du pain, qu'ils amenaient quelque chose pour manger. Ben non, on leur a donné des livres qui en France étaient invendables. Voilà, c'est ça l'aide. Je ne sais pas qui a conçu ça à Paris. Mais c'est quand même le Quai d'Orsay qui a pris la décision. Donc je pense que c'est venu quelque part. C'est-à-dire qu'un tel naufrage à l'époque m'avait choqué. Enfin, on voit d'autres. Vous savez, je disais, c'est pas la première fois que je le dis ou que je le répète, quand on est français ou quand on redevient ou quand on devient français de l'étranger, dans l'histoire, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie des Français qui ont été vendus. Bon, les Québécois, pour vous en parler mieux que moi. Bon, j'ai vécu en plus au Québec. Bon, il y a ceux qui ont été trahis. Et enfin, ceux qui ont été abandonnés. Donc, le choix n'est pas très grand. Et ce qui me surprend, c'est que malgré cela, nous découvrons dans nos émissions, c'est-à-dire pour ça qu'on a conçu cette émission, des Français qui parlent le français du bout du monde. Nous découvrons des Gaulois qui se sont, disons, installés dans le pays au point d'apporter quelque chose d'original, sont les ambassadeurs permanents. Non seulement ils aident l'exportation et l'importation chez eux de produits faits en France, mais ils représentent plus cette France
et même donne parfois une image de la France qui n'est pas l'image réelle. Et j'entends, par exemple, le responsable de l'UFE, vous avez vu à Dansk. Voilà un Marseillais qui a vécu en Inde, qui a appris des dialectes ourdou, inou, etc. Il parle le polonais parfaitement. C'est lui qui a installé l'équipe de rugby, vous vous rendez compte, en Pologne. Et ce sont des gens qui vivent avec les Polonais, qui parlent le polonais, qui n'est pourtant pas une langue facile non plus. Ah non. Voilà. Donc, on a des Français dont on peut être fier. C'est pour ça qu'on a fait cette émission, pour leur donner la parole. Et je dois dire qu'on aimerait que du côté français, on puisse s'intéresser à eux. Alors, très récemment, contrairement à ce qu'il a pu faire pendant 4 ans, le président Macron s'est intéressé à ces Français de l'étranger. Parce qu'on lui a dit, il y a peut-être bien 7-8 millions, mais officiellement, il y a 3,5 millions de répertoriés. Et comme il pense qu'il peut avoir quelque part un vide pour la prochaine élection, il s'est dit, il faut au moins 2,8 millions, 3 millions de personnes sûres pour être élu. Ah ben, il n'y a qu'à utiliser les Français de l'étranger. Ce qui fait qu'on a eu droit à une lettre, une première lettre, bon, au moment des élections d'ailleurs, c'était très étonnant. Et puis derrière, maintenant, quand il parle, il dit Français des Outre-mer et Français de l'étranger. Je ne pense pas que ça suffira à montrer une certaine affection. Par contre, j'ai été extrêmement déçu par la façon dont certains pays de l'Europe centrale et orientale ont été traités par l'Élysée. Et j'ajoute qu'on l'a vécu notamment en Pologne, mais les événements qui sont passés en Biélorussie, surtout en Ukraine, ont montré que Angela Merkel pour l'Allemagne et Macron pour la France ont donné le sentiment de trahir ces pays. Juste dans les Pays-Bas, ça s'est ressenti. C'est pour ça qu'il y a cette solidarité qui s'exprime entre le nord des Pays-Baltes et puis tout à l'heure, vous parliez de Ljubljana jusqu'à la côte yougoslave. Donc, ces pays, ces peuples qui se sentent européens aimeraient trouver du côté de l'Europe un peu plus qu'un soutien moral de temps en temps. Ah oui, et je rajoute, Joël François, ce sont tous des petits pays. Et effectivement, actuellement, on voit, lorsqu'on suit l'actualité, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie se lient dans le cadre de la coopération tout azimut avec la Suède, la Norvège, qui sont très présents. Hein. Et puis il faut aussi savoir que quand même il y a toute une histoire entre la Tchéquie, l'ex-Tchécoslovaquie, la Suède par exemple. Il y a une forte immigration tchèque en Suède. Il y a les Norvégiens aussi qui s'installent, qui rachètent des entreprises tchèques. Ikea suédois est très, très fortement implanté en Tchéquie, partout en Slovaquie. C'est vrai que derrière les grands hommes, on trouve souvent des petites femmes. Ah oui, oui. Alors derrière les petits pays, bien souvent, on trouve des grands hommes. Oui, tout à fait. Ah oui, je comprends. Effectivement. Mais ça me permet de passer aussi, effectivement, le fait de vivre en Tchéquie, le fait de vivre en Slovaquie, ça permet de voir un environnement féminin qui est quand même plus que assez luxueux. Comment? Ouais, plus qu'affriolant. Tout à fait. Et on peut imaginer qu'il n'y a pas que la gastronomie qui amène les Gaulois à voyager. Il y a aussi la météo. Exactement. La gastronomie, je dirais pas que ce soit le pays idéal pour la gastronomie, il faut le reconnaître. Mais bon, il a d'autres qualités. Attention, la Pierre, il faut pas toucher au Koléno, au jarret. D'accord, la Slovaquie, on mange beaucoup mieux en Slovaquie qu'en République tchèque. Et je parle pas de la Hongrie, alors là, qui est un vrai régal. Attention. Ah bah oui, en Hongrie. Ah ouais. En Hongrie, on mange très très bien. C'est vrai, Joël. Oui. Joël me faisait remarquer que les Slovaques et les Tchèques parlaient pratiquement la même langue, mais il y avait une différence fondamentale. C'est que les Slovaques, ils étaient comme les Gaulois. Vous voyez, c'est un pays qui n'a pas de cave. Les Tchèques étaient un peu comme les Anglais israéliens. Vous voyez, ils sont capables de réfléchir avec des billards à 4 bandes. Tout à fait. Alors que le Slovaque, il est direct. Le Slovaque est le morave. Je vous le dis.
et le morave. Voilà. Alborave aussi. Parce Donc, que la moitié du tchèque, alors. ouais. Parce qu'on a parlé des langues tchèques et langues slovaques, mais il faut pas oublier, même si elle n'est pas officielle, les gens ici parlent le morave. C'est vraiment très très intéressant de voir dès ils discutent avec quelqu'un de Prague, ils se remettent au tchèque. Mais ici, tout le monde parle le morave. Et aussi quelque chose qui est très très intéressant, c'est que les comédiens, les acteurs slovaques, quand ils sont en Tchéquie, ils parlent tchèque. Mais les Tchèques, quand ils sont en Slovaquie, ils restent tchèques, ils restent tchèques. Oui, absolument. Ouais, c'est vrai. Même en Slovaquie, ils vont doubler les films en tchèque. Hein. Oui, tout à fait. En slovaque. En slovaque. Ils poussent alors que les deux langues sont très compréhensibles. Hein. Ah ben maintenant, officiellement, à chaque fois qu'il y a des relations intergouvernementales entre la Tchéquie et la Slovaquie, il y a obligatoirement un interprète. C'est normal. Même s'ils se comprennent bien sans problème, mais il y a toujours un interprète. Écoutez, moi je vous trouve absolument passionnant. Je regrette juste que Pierre Périchou peut-être n'ait pas poursuivi en nous parlant d'une ou deux recettes, puisque nous sommes dans la dernière partie de cette émission et que c'est une tradition pour les Français du bout du monde que de nous parler un peu de gastronomie. Donnez-nous, vous nous avez mis la salive sur les lèvres, donnez-nous une ou deux recettes de Hongrie, puisqu'on mange si bien en Hongrie, même si nous ne parlons pas de la Hongrie aujourd'hui. Alors là, ce que je conseille pour la Hongrie, c'est le chou farci à la hongroise. Alors ça, c'est remarquable. Ben là, je ne vous donnerai pas la recette parce que je ne sais pas si c'est compliqué, mais enfin, c'est excellent. Je peux vous dire, je me souviens d'ailleurs d'un repas avec Gyula Horn, en Hongrie, et c'était le jour de son accident de voiture, et on avait mangé un chou farci à la hongroise qui était alors à tomber. Je peux vous dire que j'en ai mangé beaucoup, voilà. L'avantage de ces pays, c'est quand on apporte une assiette, il y a quelque chose à voir et quelque chose à manger. Et voilà. Bon, c'est en Allemagne. Hein, oui, on a un plat, ça occupe pas seulement l'esprit, mais c'est utile, vous voyez ce que je veux dire. Alors que la nouvelle cuisine en France, il faut prendre des jumelles ou dire une loupe pour essayer de trouver ce qu'il y a dans l'assiette. Et ça, c'est important. Mais Joël, il y a quand même de très bonnes choses. Alors, bon, c'est les spécialités, on ne peut pas en manger tout le temps. Le jarret à la bière, tel qu'il est fait à Prague, est une petite merveille. Koleno, c'est Koleno, hein, comme je disais. La purée Koleno. Ça, c'est avec... Et puis là, au miel. Au miel. Au miel. Au miel. Ça, c'est délicieux, ça. Oui. Alors, non, c'est vrai qu'on trouve quand même des plats, et il faut les chercher. Quoi. Bon, question boisson, on n'est quand même pas privé. Du point de vue bière, je crois qu'au monde, s'il y a un pays qui a la meilleure bière du monde, c'est la Tchéquie. Bon. Et les vins blancs de Moravie, Joël et Jeannin en ont déjà parlé, mais les vins blancs sont vraiment de haut standard maintenant. Les vins rouges, il faudra attendre quelques années. Mais c'est pareil en France. J'étais à Coyot il y a un mois et demi, et j'ai connu cette région il y a 40 ans, et que les vins il y a 40 ans étaient nuls là-bas, en dehors des vins qui étaient les apéritifs, c'était des vins cuits. Le vin était nul. Le vin qu'on trouvait dans l'Hérault à l'époque était vraiment très mauvais. On le coupait avec du vin d'Algérie. Mais Joël, qui lui-même m'a dit un jour qu'il avait labouré les terrains là-bas, le vin qu'on trouve maintenant de ces régions est bon. Il y en a même de très bons. C'est-à-dire que quand on veut, on peut. Et ça, c'est peut-être un avantage de l'Europe qui a motivé et suscité une amélioration de la qualité. D'ailleurs, il y a une bière qui s'appelle la Pils. Tout le monde connaît la Pils. Bah, c'est tout simplement, ça vient de Pelzaigne. Pelzaigne. Voilà, c'est ça. Mais la Pils, c'est international. Enfin, c'est au moins européen, mais c'est international. Je vois Jean-Michel Caquiès, il a beau être à Pau, on connaît bien la Pils également, n'est-ce pas, Jean-Michel? Écoutez, ça n'est pas parce que je ne suis pas souvent sorti de Pau que je ne suis jamais sorti de Pau. Oui, j'ai eu l'occasion de connaître, effectivement. Alors, peut-être un petit mot sur le tourisme. Vous qui avez vécu dans ces pays, il y a un tourisme de qualité qu'on peut encore pratiquer. On en parlait récemment avec Joël. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Pierre, là-dessus. Est-ce que vous pourriez suggérer à des jeunes Français
ou à des Français moins jeunes qui veulent faire du tourisme de qualité, autrement dit, éviter le tourisme de masse, d'aller dans certaines régions. Oui, bien sûr. On peut aller à Český Krumlov, qui est très beau. On peut aller à Kutná Hora, qui est pas mal non plus. Cela dit, pour moi, alors je vais faire un résumé rapide. Si Prague était la capitale de la Slovaquie, ce serait le plus beau pays du monde. Mais malheureusement, chacun est chez soi, parce que Prague, c'est vraiment une ville magnifique. C'est vraiment une ville magnifique. Mais oui, il faut le reconnaître. Hein. Mais Prague, c'était depuis plus d'un siècle. Ça fait partie des 4 premières villes en Europe. Bon. On a écrit, d'ailleurs, la littérature est formelle là-dessus. On a écrit plus sur Prague que sur Venise. Alors, c'est vous dire. Il y a la proximité avec Paris. Donc, attention, Prague-Paris, en avion, c'est plus court que Paris-Nice. Hein. Tout à fait. On gagne 5 minutes. Et, oui. Et pour rajouter un petit peu sur la beauté de Prague, moi j'ai connu Prague avant la Révolution de velours, et c'était comme une belle femme habillée toujours de noir, puisque les murs n'étaient pas colorés, n'étaient pas nettoyés, mais c'était toujours beau, très joli. Et ça croulait sous les échafaudages de bois. Tout à fait. Oui, incroyable, parce que les façades avaient du mal à tenir. Et là, aujourd'hui, il y a eu un travail de façading, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont conservé les façades et ils ont construit derrière, évidemment, dans un style beaucoup plus moderne, et là, c'est magnifique. Non, mais il faut le reconnaître, c'est très... Ah, mais Pierre, justement, à la dernière émission, je disais, peut-être que tu vas le confirmer, que quand on se balade dans une rue de Prague, on a toujours quelque chose à apprendre en levant la tête, parce que c'est plein de symboles. C'est une ville magique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est une évidence. Il y a chaque fois un paysage nouveau, je veux dire. On se promène dans Prague, il y a des choses que l'on n'avait pas vues, que l'on découvre. Ça fait 30 ans que je... Ouais, c'est ça. Ça fait 30 ans que je vis là. Et puis, on découvre toujours des choses. Exactement. C'est exactement ce que je disais la dernière fois. Et je suis d'accord. Messieurs, ça m'ennuie de vous interrompre parce que ces propos sont tellement beaux, ils nous font tellement rêver en cette époque où il a été si dur de voyager. Vous nous permettez encore aujourd'hui de voyager de belle façon en Europe, dans ces pays par trop méconnus, mais malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, Pierre Périchou, pour cette première participation, merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver bientôt. Joël Brosse, vous commencez à être un habitué, mais nous vous accueillons toujours avec grand plaisir parce qu'à chaque fois, vous nous permettez de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, merci beaucoup et à bientôt, vous également. À bientôt. Et Joël François Dumont, évidemment, sans qui cette émission ne pourrait pas se dérouler de la même façon. Merci à vous. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.